Impact Business, une émission préparée et animée par Fabienne Lissac. Alia Business Premium, un accompagnement sur mesure pour une alia réussie. Un pôle d'experts en fiscalité, en droit et en patrimoine constitué du cabinet d'avocats français Berset, du cabinet d'avocats israélien Goldfarb, Gross, Seligman et de Cyrus Erez, cabinet de conseil en gestion de patrimoine franco-israélien, pour vous accompagner depuis la France et jusqu'en Israël. L'ALIA est un projet de vie ambitieux. Nous sommes des experts agiles, qualifiés pour répondre à toutes vos questions en français avant et après l'ALIA. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Impact Business. Comment faire face aux enjeux de lutte contre le dérèglement climatique? Comment faire progresser les pratiques durables? Comment avoir de l'impact alors qu'il y a tant de choses à changer sur Terre? Eh bien, avec mes invités, je vais vous faire découvrir les acteurs du monde de l'entrepreneuriat, de l'innovation, du droit, de l'économie, car ce sont les acteurs du changement, des solutions pour la planète. Ils en ont plein. Aujourd'hui, on va parler plutôt des hommes, parce qu'on parle de la planète, du changement climatique, mais il faut vivre là où on se sent bien. Et on va parler notamment d'Alia, avec mon invité Jérôme Berset du cabinet d'avocats Berset. Jérôme Berset, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors, on va parler d'Alia. Quelques chiffres pour rappeler le contexte. À l'issue des élections législatives, l'agence juive avait enregistré en France une augmentation des ouvertures de dossiers d'Alia. On parle bien sûr d'émigration vers Israël. C'est le terme hébreu, l'Alia, désignant la montée vers l'État hébreu. Une situation qui s'explique par la montée de l'antisémitisme et par la peur que l'extrême gauche accède au pouvoir. Et puis, il y en a qui ont des projets de vie. Ça donne quoi? Ça donne que depuis le début de la guerre en octobre, depuis le massacre du 7 octobre, 30 763 dossiers d'immigration ont été ouverts dans le monde entier. La France a connu la hausse la plus significative, avec un bond de 342% pour un total de dossiers de 5 657 dossiers. Et vous, Jérôme Berset, avec vos partenaires, vous avez créé Alia Business Premium. D'où est-ce venue cette idée, cette initiative? En fait, cette initiative, on l'avait en tête depuis longtemps, puisque en 2009, on a créé un bureau à Tel Aviv. Donc, on est le seul cabinet d'avocats français structuré avec plein de départements, je veux dire, qui a une présence à Tel Aviv. Et donc, on a vu passer beaucoup de gens qui ont fait leur alia. On a vu les erreurs à ne pas commettre, comment il fallait faire, l'optimisation. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une coordination avec d'autres acteurs. Donc, il y a effectivement des problématiques, notamment fiscales, mais également juridiques et patrimoniales, pour quelqu'un qui fait son alia. Et il nous faut les bons intervenants en Israël. Donc, on a un partenariat avec Goldfarb, qui est un des principaux cabinets israéliens, mais également avec Erez, qui est un cabinet de gestion de patrimoine et qui gère notamment les problématiques de taux de change ou d'autres problématiques patrimoniales. Alors, comment réussir son alia? Il y a plein de questions à se poser d'un point de vue administratif, juridique. Quel est votre conseil? Alors déjà, on comprend qu'il y a une sorte de guichet unique, même si vous avez des antennes un peu partout pour répondre à toutes les questions. Oui, c'est tout à fait ça. Non, mais chacun des trois intervenants, donc Berset, Goldfarb et Erez, peut être le guichet d'entrée. Et effectivement, l'idée, c'est de se coordonner. Donc, typiquement, un Français qui va en Israël, nous, on a vu, avant l'ALIA ou après l'ALIA, des gens qui se disaient « Ah ben, je vais rien dire aux autorités françaises et comme ça, je serai sous le radar. » Et bon, en fait, c'est une énorme erreur puisqu'ils payent 2 fois l'imposition, 2 fois la sécurité sociale. Donc, il faut non seulement... Ou c'est parce qu'ils ne savaient pas par ignorance, tout simplement. Oui, ou c'est un mauvais calcul ou par ignorance. Ça concerne quel type de public, les personnes que vous aidez, tout un chacun? Il faut avoir nécessairement un patrimoine immobilier Non, pas nécessairement un patrimoine immobilier, mais en général, ce sont des entrepreneurs ou des gens qui ont un patrimoine ou des revenus et qui doivent gérer la double imposition, éviter justement la double imposition, puisqu'il y a une convention qui la prévoit. Comment optimiser l'arrivée en Israël, sachant qu'ils ont des actifs français, des revenus français. Voilà.
Alors, on va pas faire toute une consultation, hein, mais je me suis laissé dire que pour les personnes qui émigrent, il y a une exonération notamment de 10 ans. Mais il suffit pas de dire ça, hein, super, c'est une aubaine. C'est que vous conseillez vos clients pour savoir à quel moment on fait démarrer ce chronomètre des 10 ans. C'est un petit peu ça, le type de service de valeur ajoutée que vous apportez? Bon, mais ça, c'est un très très bon exemple, Fabienne, parce que justement, il y a certaines personnes qui n'ont pas réalisé qu'il fallait faire démarrer le chronomètre au bon moment. Donc, il y a des gens qui font leur alia officiel, par exemple, en 2021 et qui sont en Israël en 2024. Bah, le chronomètre, il a commencé à courir en 2021, c'est un petit peu dommage. Et il faut savoir à quel moment l'optimiser. Et il faut le voir également avec les autorités fiscales israéliennes, parce qu'ils ont une appréciation très pratique de la date d'arrivée. Et on peut se dire, certains se disent: «Bah, je vais voir sur place, hein, une fois que j'y serai». Mais quand on parle de cession de sa maison, si on quitte, la France, il peut y avoir, une maison, à vendre. Là aussi, vous êtes capable, enfin et c'est intéressant de poser la question à des avocats comme vous. Mais écoutez, oui, c'est un autre très très bon exemple parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent vendre leur maison impérativement avant de partir pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value. Et en fait, ça aussi, en coordination avec l'administration fiscale française, on peut le différer jusqu'à 23 mois, selon les circonstances, c'est un maximum, mais selon les circonstances. Et donc, il vaut mieux l'optimiser également. Donc, il y a tout un tas de sujets. On pourrait également parler également des successions, puisque ce ne sont pas les mêmes règles de succession en Israël et en France. Donc, de la nécessité de faire un testament en Israël, de comment le coordonner avec les autorités françaises, etc. Est-ce que, parlons de choses un petit peu plus sombres encore, le testament, quelle est la loi qui s'applique? Parce que là aussi, bah, il y a un volet juridique, des volets, financiers. Il y a beaucoup d'enjeux finalement dans toutes ces questions. Oui, oui, absolument, il y a beaucoup d'enjeux, donc c'est un vrai sujet parce que c'est jamais complètement blanc ou noir. Il peut y avoir des situations mixtes avec des enfants qui sont dans d'autres pays, par exemple. Donc ça, évidemment, c'est des cas à apprécier au cas par cas, en fait. Et il vaut mieux l'anticiper parce qu'après, c'est évidemment trop tard. Enfin, c'est pas forcément trop tard, mais ça implique beaucoup de démarches ensuite. Et vous le disiez, vous avez commencé il y a bien longtemps, pionnier en 2009, mais le flux de demandes qui vous est adressé sur ces questions-là, il augmente? Et puis est-ce que les gens, ils se disent, «Bon bah, ça y est, j'ai un projet, j'anticipe». C'est pas seulement pour le faire, c'est parfois juste pour optimiser, c'est ça? Absolument. Puis nous, on voit majoritairement des gens qui n'y ont pas pensé avant, mais qui y pensent après. Donc c'est un petit peu dommage. Il vaut mieux l'optimiser en y pensant dès que possible. Mais cela dit, on peut encore faire des choses après, hein, si ça n'a pas été optimisé avant. Mais c'est ça la logique. Et ça peut être également d'autres sujets, mais vraiment très variables. La Et sur le- retraite, par exemple, hein? la retraite, pas payer plus, ou la sécurité sociale, pas payer deux fois. Et donc là, clairement, un des écueils qu'on a rencontrés, c'est que les gens ont pensé à un seul côté, soit uniquement à la France, soit uniquement à Israël. Il faut vraiment une coordination. Donc, l'alliance, c'est un processus qui réclame de soumettre beaucoup de documents, hein, état civil, judaïcité, etc. Il y a un dossier à monter. Il ne faut pas se dire, bah, c'est ça, moi j'ai fait la liste. Vaut mieux faire appel à un avocat. C'est ça le message? En tout Et cas, plutôt vous. En tout cas, nous, effectivement, notre bureau sur place, surtout, peut vous donner des bonnes adresses, exactement les bons contacts, par qui passer. Ça fait gagner du temps, ça permet également de gagner en sécurité. Et également en ce qui concerne les entreprises, puisque Stéphanie, qui dirige notre bureau à Tel Aviv, est vice-présidente de la Chambre de commerce Israël-France. Et donc, elle sait, et avec évidemment nos partenaires Goldfarb et Erez, elle sait donner des bons contacts. Et ça fait gagner beaucoup de temps, surtout en Israël. Merci beaucoup, Jérôme Berset, de nous avoir présenté ce service Alia Business Premium avec vos partenaires Stéphanie Molcou et effectivement votre partenaire Erez. Et puis le cabinet donc Berset est impliqué. On a bien compris que vous me le disiez, l'avenir d'Israël dépend de la pérennité de l'Alia notamment et permettre à tout juif où qu'il soit dans le monde d'immigrer en Israël est une priorité nationale, hein, pour ce pays. La montée de l'antisémitisme dans le monde, hélas, a accéléré les demandes d'Alia. Mais chaque étape est importante pour que le rêve soit une réussite. On l'a bien compris. Merci pour cet entretien. Merci. Alia Business Premium, un accompagnement sur mesure pour une alia réussie. Un pôle d'experts en fiscalité, en droit et en patrimoine constitué du cabinet d'avocats français Berset, du cabinet d'avocats israélien Goldfarb, Gross, Seligman
et de Cyrus Erez, cabinet de conseil en gestion de patrimoine franco-israélien, pour vous accompagner depuis la France et jusqu'en Israël. L'Alia est un projet de vie ambitieux. Nous sommes des experts agiles, qualifiés pour répondre à toutes vos questions en français avant et après l'Alia. Sans transition, on ouvre la rubrique Le chiffre du mois. Vous les estimez à combien les investissements verts en Europe? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Les investissements verts, il faut savoir que dans ce domaine, l'Europe est loin derrière la Chine, mais devant les États-Unis. Et oui, dans le domaine, en 4 ans, entre 2019 et 2023, la puissance asiatique a plus que triplé ses investissements verts qui ont atteint près de 600 milliards d'euros l'année passée, selon un rapport du think tank Strategic Perspectives. Les pays européens, quant à eux, ont injecté plus de 300 milliards d'euros en 2023 dans le développement de produits d'énergie moins émetteurs en carbone, des fonds en hausse, mais qui restent fragiles. Bonne nouvelle, l'Union européenne reste la deuxième zone la plus attractive pour les investisseurs zéro émission nette en 2023, devant les États-Unis, atteignant 334 milliards de dollars, soit 76 milliards de plus qu'en 2022. Cependant, cette position est menacée car les États membres ont des budgets plus restrictifs et le plan de relance de l'Union européenne prendra fin en 2026. Comment diminuer sa consommation, réaliser des économies, réduire ses émissions de gaz à effet de serre et nourrir sa responsabilité sociale? En pratiquant l'économie circulaire. Un levier formidable pour réussir la transition énergétique. On en parle avec Benjamin Grise, directeur au cabinet d'études Argon & Co, cabinet de conseil en stratégie opérationnelle. Benjamin Grise, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, comment définissez-vous l'économie circulaire? L'économie circulaire, ça regroupe tous les modèles économiques qui visent à maximiser de la valeur en minimisant l'utilisation des ressources ou en minimisant les déchets. Donc c'est par exemple la réparation, le reconditionnement, la location ou le recyclage. Et quelle est la vocation précisément d'Argon & Co, parce que j'ai commencé, je suis allée vite en besogne. Oui. Alors nous, plus largement, on accompagne les organisations dans leur transformation pour répondre à leurs défis, supply chain, logistique, etc., pour mettre en place leur stratégie. Et spécifiquement sur l'économie circulaire, ça modifie beaucoup de choses dans les opérations et donc on les aide à définir comment mieux fonctionner et être compétitifs pour relever ces défis. Alors, est-ce que tous les produits sont éligibles à l'économie circulaire? On peut tout recycler, tout traiter? Alors non, on ne peut pas. Alors l'économie circulaire, déjà, c'est vieux comme le monde, hein, mais en tout cas, aujourd'hui, le défi, c'est que ça se déploie sur des nouveaux types de produits. Mais il y a quand même des produits sur lesquels c'est moins facile que d'autres. Par exemple, si je prends 2 extrêmes, une machine à laver, c'est très lourd, on s'en sert un peu tous les jours, et donc ce serait très peu éligible à la location. Parce qu'il faudrait le déplacer à chaque fois. C'est vrai. Donc, je caricature, mais c'est ça. Un autre extrême, un iPhone, ça coûte très cher, c'est réparable et ça prend pas de place. Donc on peut très facilement l'envoyer, le réparer et lui donner une deuxième vie. Alors c'est vrai, l'extrême absolu inverse, c'est ce phénomène d'obsolescence programmée, hein. On a souvent des machines, des équipements qui tombent en panne tout seul. Comme par hasard, c'est souvent au lendemain de la fin de la garantie. Enfin, c'est ça, expérience personnelle. Et puis, on se dit que voilà, les fabricants ont fait exprès parce qu'ils ont intérêt à ce qu'on consomme régulièrement et qu'on rachète. Dans une approche économie circulaire, on veut que les produits durent longtemps. On a du mal à y croire. Une société, elle est capable de se dire, vous n'allez pas changer avec nous votre produit pendant 30 ans? Alors c'est vrai que c'est un changement de paradigme, c'est un changement de mentalité, mais tout d'abord c'est un changement réglementaire. De plus en plus de règles contraignent les entreprises. Déjà, l'obsolescence programmée est interdite. Et puis désormais, il y a aussi des indices de réparabilité pour soutenir, encourager les entreprises à être à avoir des bonnes pratiques de bonne durée de vie, de réparation et d'être transparentes. Et puis, pour les entreprises, c'est un formidable levier de création de valeur parce que plus les produits durent longtemps, plus on va les acheter cher parce qu'on sait qu'ils vont durer longtemps ou on pourra les revendre à un bon prix. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples dans des sociétés qui ont adopté cette approche d'économie circulaire pour se rendre compte ce que ça représente, comment ça se décline et puis les résultats peut-être? Ouais. Ben,
Prendre une filière classique déjà, l'automobile, il y a de la réparation, il y a des ventes d'occasion, mais il y a quand même des acteurs qui vont plus loin que ça. On pense à Renault qui construit sa Refactory, voilà, qui a transformé l'usine de Flins en usine de reconditionnement de voitures, mais à une échelle industrielle pour rendre voilà, des voitures d'occasion de qualité plus accessibles. Voilà, ça c'est dans l'automobile, mais après il y a un autre extrême, il y a Decathlon qui développe la location, la réparation sur des produits textiles, des produits d'équipements sportifs, et ça c'est très innovant. Est-ce que, je reviens un instant sur ce que vous avez dit précédemment, pour des équipements qui vont durer longtemps, on peut se dire, bah, s'ils sont, d'une fiabilité, à toute épreuve, ils sont peut-être plus chers. Donc question, est-ce que tout ce phénomène renchérit, les produits pour tout le monde? Et puis donc, est-ce que tout le monde peut se le permettre? On ne peut pas s'acheter, enfin, certaines classes de la population sont bien obligées, d'arbitrer pour les produits, bon Mmh. marché. Alors, c'est sûr qu'un vrai défi, c'est d'arriver à concevoir des produits qui durent plus longtemps, qui soient réparables, sans qu'ils coûtent plus cher. Et ça, avec l'éco-conception, on y arrive dans un certain nombre de cas. Ensuite, la deuxième chose, c'est que dans les cas où peut-être les produits coûteraient un peu plus cher, c'est sûr que c'est un changement de réflexe. Il faut envisager de changer moins fréquemment, d'acheter des produits de meilleure qualité. Voilà, on voit le cas dans le textile, peut-être pas acheter des t-shirts à 2 euros, mais des t-shirts à 20 euros, mais qu'on va changer un peu moins fréquemment. Et puis se dire, peut-être qu'on va le revendre et puis en racheter un autre. Donc c'est aussi un peu un changement de mentalité, et c'est soutenu par des plateformes qu'on connaît comme Vinted, etc., qui permet aussi si on en a marre d'un produit, de changer, mais sous réserve qu'on ait quand même acheté quelque chose de bonne qualité au début. Donc demain, si je vais chez Decathlon, il y a même l'idée que je puisse juste, emprunter, une raquette, ne plus l'acheter, hein. Il y a une Mm. différence d'usage aussi, ça peut aller jusque-là? Oui, bien sûr. Et en fait, la location notamment, dans ce cas-là, c'est un très bon exemple. En fait, on a plein de choses chez nous qui dorment, qui servent très peu. Voilà, l'exemple la raquette, la Oui, tente de u camping. une voiture, on sait qu'elle passe la plus grande partie de sa vie immobilisée, au parking. Exactement. Et donc, c'est là où, pour le consommateur, c'est aussi une opportunité de payer moins cher in fine. Il n'a pas besoin d'acheter tout le produit qui va dormir chez lui. Il va le louer uniquement quand il en a besoin. Et pour le fabricant, c'est lui, au contraire, il maximise le chiffre d'affaires du même produit qu'il a produit qu'une fois, mais qu'il est capable d'en faire bénéficier plusieurs utilisateurs. Et est-ce que, vous évangélisez sur ces pratiques, différents publics et notamment, les étudiants? Alors, on ne peut pas échapper aux enjeux climatiques à l'école des mines, hein, très très avancé, hein. Je crois que le plan stratégique de l'école des mines a positionné, l'école sur ces questions de transition environnementale, énergétique, écologique dès 2017. Il y a, le The Transition Institute, hein, dirigé par Mmh. Nadia Amezi avec des projets ambitieux de recherche, et puis également Jean-Marc Jancovici qui prend la parole régulièrement. Vous avez animé ces derniers jours une journée autour d'un serious game sur cette thématique. Comment ça se passe et puis quelle est la réaction de ces jeunes étudiants? Oui. Alors, effectivement, moi, je suis intervenu sur cette thématique qui est à la fois dans un cours d'entrepreneuriat, mais une thématique sur l'économie circulaire qui mobilise beaucoup les étudiants. Alors concrètement, le jeu, c'était sur une journée, un serious game, donc c'est une modélisation d'entreprise où chaque équipe se voit confier les clés d'une entreprise de vélo, et au fil de la journée, qu'elle doit retourner au sens économique, elle doit rendre rentable et circulaire en s'appropriant les nouvelles stratégies, en faisant des choix opérationnels, de dimensionnement d'équipe, etc. C'est un vrai défi, c'est pas simple, mais ils y arrivent à la fin de leur journée. Et moi, ce que j'ai pu observer, c'est la formidable énergie des étudiants, cette jeune génération qui est extrêmement motivée par cette thématique-là et qui découvre que c'est également un vrai gisement d'opportunités. Donc l'économie, circulaire, ça va bien au-delà du simple recyclage aussi, hein. Parfois on associe, on fait une association, ça comporte bien plus de dimensions. Ah bah bien sûr, concrètement, c'est Back Market, c'est Decathlon, c'est les voitures d'occasion, c'est les marques de textiles qui se lancent dans la location. Enfin, c'est énormément de choses. Et tout de même, l'entreprise, au départ, vise le profit, un profit qu'elle va éventuellement, redistribuer. La question essentielle qu'on peut se poser, c'est: est-ce que la recherche de rentabilité est compatible avec l'économie circulaire? Est-ce que parce qu'on pratique l'économie circulaire, on va être moins rentable? Est-ce qu'il y a une phase de transition? Vous pouvez, développer là-dessus? Alors, c'est un défi exigeant, mais c'est tout à fait possible.
l'économie circulaire n'est pas du tout antagoniste avec la rentabilité. C'est notre conviction et on le voit dans beaucoup de cas. Au contraire, c'est même dans certains cas même plus rentable. Par exemple, la location, c'est des revenus récurrents sur des produits si on les a bien conçus, qui peuvent effectivement générer un chiffre d'affaires très intéressant, tout en ayant été construit qu'une fois. Mais ça ne se fait pas au hasard. Pour être rentable et écologique, il faut avoir effectivement une stratégie très claire, qui soit appropriée aux produits, comme on l'évoquait avant, et puis bien construire toute sa chaîne opérationnelle. Et c'est un vrai travail de reconception. On ne peut plus réutiliser les réflexes d'avant. Mais il faut tout repenser de bout en bout, et on y arrive. Beaucoup de sociétés vous sollicitent là-dessus? Ça monte? Ça diffuse? C'est une thématique qui monte, absolument. Ouais. La société, je le disais, doit générer de l'argent pour financer les ressources qui lui permettent de produire, doit générer des réserves pour les moments plus difficiles, pour se couvrir des risques. Les investisseurs, les actionnaires attendent un retour de leurs investissements. Donc, est-ce que s'il y a arbitrage pour l'économie circulaire, pour l'intégrer, il y a d'abord une phase de transition où les coûts sont plus importants et on parvient à toucher ses objectifs? Comment ça se goupille? Ouais. Alors c'est sûr que c'est une vraie transition. On ne se décrète pas circulaire du jour au lendemain. Il y a bien souvent une première phase où il faut expérimenter le modèle, le comprendre là où c'est compliqué. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit dans l'économie circulaire, ce qui est très difficile, c'est d'accéder aux produits qui sont usagés. Parce que c'est des changements de mentalité. Il faut donner envie aux gens, aux utilisateurs de redonner leurs produits. Et ça prend du temps de comprendre comment y accéder. Il y a un écosystème nouveau à mobiliser. C'est des nouveaux métiers. Et donc, il faut apprendre. Donc, il y a souvent une phase d'expérimentation, de pilote, où là, effectivement, on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on apprend. Et on se prépare pour, là, cette fois-ci, une phase d'accélération qui, là, peut être rentable. Dernière question pour réussir la transition écologique. C'est crucial d'emmener tous les citoyens. Je vois que vous essayez d'embarquer les étudiants. On ne peut pas transformer une société contre sa volonté. Il faut qu'ils embarquent. Ah, bien sûr que c'est la mobilisation de tous, des acteurs économiques, des pouvoirs publics et puis des consommateurs va être clé. Mais on voit que ça se passe en ce moment un peu de tous les côtés quand même, par la réglementation, par les habitudes des consommateurs qui changent et puis voilà, les acteurs économiques qui voient des opportunités. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin Grise. Je rappelle plaisir. que vous êtes directeur au cabinet d'études Argan & Co, cabinet de conseil en stratégie. Et vous l'avez compris, cette émission était davantage consacrée à l'économie circulaire aujourd'hui. Eh bien, vous pouvez appliquer le modèle à cette émission, réécoutez-la, faites-la circuler, recyclez-la, partagez-la. Elle est recyclable car réécoutable. L'impact, c'est à la portée de tous, vous l'avez bien compris. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Alia Business Premium, un accompagnement sur mesure pour une alia réussie. Un pôle d'experts en fiscalité, en droit et en patrimoine constitué du cabinet d'avocats français Berset, du cabinet d'avocats israélien Goldfarb, Gross, Seligman et de Cyrus Erez, cabinet de conseil en gestion de patrimoine franco-israélien, pour vous accompagner depuis la France et jusqu'en Israël. L'ALIA est un projet de vie ambitieux. Nous sommes des experts agiles, qualifiés pour répondre à toutes vos questions en français avant et après l'ALIA.